Voici Hendrik Poinard. C'est un homme entouré de mystères. En fait, il adore les élucider. Il voyage dans le temps à sa façon, en explorant les restes du passé, à mi-chemin entre le Docteur Who et Indiana Jones. Hendrik Poinard s'est lancé dans une quête extraordinaire. Sa mission, élucider l'une des plus grandes énigmes de la science, un mystère contre lequel butent les scientifiques depuis près de 6 siècles. Hendrik veut dévoiler les secrets de la peste noire, ce bacille qui a tué plus de 50 millions de personnes, presque la moitié de la population européenne de l'époque. Le défi est de taille. Hendrik a rassemblé une équipe d'experts internationaux pour l'aider. Les enjeux sont considérables. S'ils arrivent à résoudre cette énigme, le savoir acquis leur permettra de contrer des infections mortelles et de peut-être sauver des millions de vies. Et si vous croyez que la peste noire est une maladie d'un autre temps, ravisez-vous. Elle fait encore des victimes de nos jours. On te laisse te débrouiller, hein? Désolé. Hendrik Poinard est un biologiste évolutionniste, ce qui signifie qu'il étudie la façon dont les hommes ont évolué pour prédire les futures grandes tendances de l'espèce humaine. Enfant, Hendrik voulait voyager dans le monde entier et à n'importe quelle époque. Son travail lui a permis de réaliser ses 2 rêves. C'est ce même travail qui l'amène en Russie pour dénicher des fossiles de mammouths laineux. Nous sommes devant les restes d'un mammouth. Combien peuvent s'en vanter? J'avais des rêves d'enfant et les voilà réalisés. Je suis en face d'un animal disparu. Tu imagines l'ADN qu'il a? Oui, je vois le génome, les chromosomes. Hendrik Poinard est aussi l'un des plus grands experts du monde en ADN fossile. Personne ne se doute qu'il reste encore quelque chose de caché à l'intérieur d'ossements vieux de 100 000 ans qui pourrait éventuellement permettre de ramener ces animaux à la vie, de les ressusciter. C'est étrange et fascinant à la fois. C'est une machine à remonter le temps. Un rêve d'enfant devenu réalité. Se servir de ces ossements comme d'une machine à remonter le temps. Voilà dans quoi notre biologiste s'est lancé. Un travail préliminaire lui a permis de comprendre que l'ADN fossile cachait une foule de secrets. Il a donc décidé d'élucider l'un des plus grands mystères de tous les temps. La grande peste noire du XIVe siècle, celle qui a décimé l'Europe. En l'espace de 5 ans, l'épidémie est partie d'un foyer relativement localisé pour se répandre comme une traînée de poudre. Et elle s'est attaquée sans la moindre distinction à toutes les couches sociales du moment, du moins au début. Nous ne savons rien de cette horreur et de la panique qui ont résulté de cette catastrophe. Depuis l'Antiquité, l'Italie est un carrefour commercial entre l'Europe et l'Asie. En 1340, elle est le premier pays européen à affronter la peste noire. Ceux qui traquent cette bactérie savent que c'est en Italie qu'elle est apparue. C'est pour cela que Hendrik s'y trouve. Beaucoup d'Italiens de l'époque parlent avec précision du désastre dans leurs écrits. Hendrik cherche à retrouver ces écrits et à accumuler des preuves. Elles lui permettront de dévoiler les sombres secrets du bacille. Hendrik Poinard se rend à Pistoia, une petite ville située entre Florence et Pise. À l'Ospedale del Ceppo, il rencontre un historien, Lorenzo Cipriani. Lorenzo. Hello. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Super. Bienvenue à Pistoia. Merci beaucoup. De rien. Lorenzo emmène Hendrik dans un labyrinthe de galeries creusées sous l'hôpital. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces fameux tunnels, Lorenzo? Oui, bien sûr. On a retrouvé de très vieilles pierres dans ces tunnels. Des pierres qui datent du XIIIe siècle. L'hôpital a été construit sur le lit d'une ancienne rivière.
On dit que les bandages et les déchets souillés des malades y étaient jetés, ce qui a sans nul doute contribué à propager la maladie. Comment est-ce que la peste noire est arrivée en Italie? D'après les descriptions de Villani et d'après d'autres chroniques, la peste noire est arrivée de l'Orient, d'Inde et de Chine. Elle s'est propagée à la vitesse de l'éclair dans tous les pays européens. Giovanni Villani est l'un des témoins les plus prolifiques de la peste noire. Le malade se mettait à cracher du sang et mourait, soit tout de suite, soit quelques jours plus tard. Ceux qui s'occupaient des malades étaient infectés, présentaient les mêmes symptômes et succombaient à leur tour. La mort les frappait en 2 à 7 jours. C'était le sort inéluctable de ces hommes anéantis par les vomissements, la diarrhée, les délires et la sclérose de leurs extrémités. Quand la peste noire a cessé de se propager, combien restait-il d'hommes valides? Quel pourcentage? 50% en campagne et 60% en ville. 60%? Oui, c'est ça. Les 40 à 50% restants tombèrent malades et moururent en moins d'une semaine. Dès son apparition, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour comprendre quelles sont les causes de cette pandémie. Certains ont presque réussi à résoudre le mystère. Le principal suspect de la peste noire est une bactérie, un cocobacille, Yersinia pestis, aussi appelée peste Y. En France, Raoul et ses collègues ont démontré la présence du bacille Yersinia pestis dans certains échantillons datant du Moyen Âge. D'autres ont essayé de reproduire cette découverte, mais on n'a pas réussi à trouver d'ADN confirmant sa présence à l'époque. Il reste donc une inconnue. On a prouvé de façon anecdotique la présence du bacille, mais on n'a pas réussi à reproduire cette démarche. Que faut-il croire? Hendrik Poinard doit trouver un échantillon qui permettrait de reconnaître sans le moindre doute la bactérie Yersinia pestis. Il sait que la seule façon de la retrouver à notre époque est d'exhumer les ossements de victimes de la peste noire. Malheureusement, les charniers répertoriés à l'époque sont rares. Cependant, Hendrik a entendu parler d'un endroit qui pourrait lui fournir ce dont il a besoin. La peste noire s'est répandue d'Italie jusque dans toute l'Europe. Elle a voyagé par terre et par mer grâce aux voies commerciales. Elle a traversé la Manche et les Londoniens ont été les premiers à en souffrir. Les échevins, ou pères fondateurs de Londres, savaient que la peste frapperait la ville tôt ou tard. Ils décidèrent d'agir en conséquence, et un gigantesque charnier fut creusé à l'extérieur des murs de la ville, à l'est de Smithfield. Ils ont su prévoir la mort imminente de milliers de personnes. Les églises et les paroisses ne pouvaient pas héberger tous ces mourants. Les échevins ont alors décidé de creuser des fosses communes pour gérer la catastrophe à venir. Dans les années 1980, quand la zone s'est urbanisée, on a découvert les restes des victimes de la peste noire. Ils ont été amenés au musée de Londres. Jelena Beklavac est la conservatrice de l'aile d'ostéologie. D'après elle, 20 000 squelettes reposent dans les coffres du musée. Voici le squelette de l'une des victimes retrouvées sur le site mortuaire de Smithfield. C'est une femme. Son bassin nous a permis de le deviner. Nous avons aussi pu déterminer d'autres détails d'importance. Nous avons observé les ossements pour trouver des traces d'infection, des fractures. Les articulations ont révélé qu'il s'agissait d'une femme d'une vingtaine d'années et ses ossements ne montraient aucune pathologie visible. Sa mort a été extrêmement rapide. Et comme nous savons de quel site archéologique elle provient, la fosse commune de Smithfield, nous savons qu'elle est morte en quelques jours de la peste noire.
Ce site est unique en son genre car il est le seul ossuaire à avoir été fouillé par les archéologues, la seule fosse commune formellement attribuée à la peste noire. Hendrik Poinard est persuadé que les ossements contiennent encore des traces de l'ADN de la bactérie responsable de la pandémie. Il a recruté Sharon DeWitt, l'une des meilleures ostéologues du monde, pour trouver des anciens restes de la peste Y. Combien y a-t-il de squelettes ici? On n'est pas loin des 20 000 individus. Oui, c'est une énorme collection. Il y a 2000 ans d'histoire londonienne dans ces cartons. C'est merveilleux. On en a sorti un et on s'est dit que tu aimerais y jeter un coup d'œil. Oh, ça a l'air prometteur. Sharon est une experte en ostéologie humaine. Elle est en mesure d'identifier chaque os du corps humain, même s'il n'en reste qu'un infime fragment. Dans notre cas, Sharon concentre ses recherches sur les dents. La pulpe qu'elle renferme est la meilleure chance de retrouver des restes de sang. S'il y a de l'ADN dans le squelette, c'est là qu'il se cache. On cherche des dents parce que les pathogènes contenus dans le sang de l'hôte se trouvent aussi dans la pulpe dentaire après la mort. Et la pulpe dentaire, ce qu'on appelle les nerfs en langage courant, est protégée par une armure, la dentine, un tissu très dur, et l'émail, un composé très minéral, l'opposé des os, qui sont poreux. Cela signifie que les dents protègent l'ADN qui se trouve dans la pulpe. Les prélèvements de Sharon sont tout de suite envoyés vers le quartier général de Hendrik, un laboratoire spécialisé en ADN fossile à l'université McMaster au Canada. Kirsty Boss vient de terminer ses études. Recrutée par le laboratoire, on lui confie une première tâche d'importance, trouver un fragment du pathogène qui aurait déclenché la peste noire à l'époque, la bactérie Yersinia pestis. Kirsty commence par accéder à la chambre qui contient la pulpe dentaire, du sang séché. C'est là qu'elle pourra trouver le fameux pathogène responsable de la mort de cette personne. La poudre va subir une série de processus qui permettront d'extraire l'ADN et de l'isoler des autres molécules qui sont présentes dans la poudre, comme les lipides, les protéines et les minéraux. Au final, le liquide contient l'extrait d'ADN recherché. C'est dans ce liquide que devrait se trouver le pathogène qui a tué cet homme. La goutte d'ADN de Kirsty est en fait un véritable marécage d'ADN. Un mélange d'ADN humain, d'ADN de plantes et des animaux qui se trouvaient sur Terre. Elle espère trouver un fragment d'ADN de Yersinia pestis et l'isoler du reste de l'échantillon. Le travail est ardu. Les longues journées d'essais et d'erreurs se changent en semaines. Les semaines se changent en mois. Comme le dit l'expression, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est encore plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Pensez plutôt à un grain de sable dans un terrain de football géant. C'est déjà plus approprié. Finalement, il aura fallu près d'1 an de ténacité pour que Kirsty finisse par trouver. Elle découvre alors des traces de la peste Y et réussit à les isoler. C'est la première fois dans notre histoire qu'on réussit à prouver que c'est cette bactérie qui se cache derrière la peste noire. On a ressenti une immense émotion quand on a trouvé l'ADN que nous cherchions dans les restes de la dent. Nous ne savions pas de prime abord si nous allions réussir. Ce moment est resté gravé dans notre mémoire. Cela a beau être une découverte d'ampleur, ce n'est que le début de l'aventure pour Hendrik Poinard et son équipe. Il ne suffit pas de savoir que le bacille de Yersin, Yersinia pestis, est responsable de la grande épidémie de peste noire. Pour dévoiler tous ces secrets, il leur faut reconstruire le génome de la peste Y au complet et confirmer son identité génétique. Nous voulions découvrir comment le bacille avait évolué. Nous voulions savoir ce qui l'avait rendu si virulent. Je ne voulais pas annoncer au monde que nous avions réussi à prouver la présence du bacille Yersinia pestis dans les ossements. Je voulais le génome au complet pour comprendre le passé, comprendre l'évolution de ce pathogène et appliquer cette découverte au monde des virus et des bactéries. Chaque cellule contient de l'ADN. Celui de Yersinia pestis contient 4,6 millions de paires de bases.
Ces bases rassemblées forment le génome, l'architecture génétique qui révèle le fonctionnement du bacille. Après des mois de travail, Kirsty n'a découvert que quelques petits fragments de cette chaîne. Ces fragments sont minuscules, à peine plus de 50 paires de bases successives. Si Hendrik Poinard et son équipe réussissent à trouver les fragments manquants et à reconstruire le génome au complet, ils auront un redoutable outil à leur disposition. Ils découvriront alors ce qui a rendu Yersinia pestis si virulent et comment lutter contre le bacille aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul problème. Personne n'a jamais réussi à reconstruire son génome. Il n'y a qu'un seul scientifique en mesure de s'atteler à une tâche pareille, et il est en Allemagne. Kirsty amène en Allemagne la dent contaminée par la peste et les fragments de l'ADN du bacille. Elle rencontre Johannes Krauss, un expert en paléogénétique. Johannes entre dans l'équipe. Kirsty aura besoin de son expertise sur l'ADN de Néandertal. Ensemble, ils arriveront peut-être à accomplir l'impossible. Notre plus grand défi, c'était de réussir à reconstituer le puzzle des infimes fragments d'ADN pathogènes récoltés sur des os médiévaux. Nous voulions reconstruire le génome entier du bacille. Il a fallu trouver un moyen d'extraire d'autres fragments de cet étrange mélange d'ADN divers et variés tirés des ossements. Il y a un demi-millilitre dedans. C'est la quantité idéale. Pile ce qu'on ajoute et ce qu'on en retire. Parfait. Super, excellent. Johannes se sert d'une technique révolutionnaire qui s'appuie sur le principe que chaque élément d'une paire est attiré vers l'autre. Johannes exploite cette attraction naturelle et part à la pêche aux fragments, en se servant d'une base comme d'un aimant pour attirer d'autres bases ribonucléiques de la peste Y dans l'extrait de Kirsty. Ensuite, il ne reste plus qu'à déposer les fragments dans un séquenceur à ADN. Où en est-on dans les cycles? On en est au cycle 132. Il nous en reste environ 70 à faire, soit à peu près 2 jours de travail. Le séquenceur analyse les fragments de Kirsty et les convertit en milliards de données brutes. Les fragments sont maintenant réassemblés dans l'ordre. C'est l'étape finale du puzzle. Toutes les informations sont transférées vers un autre ordinateur. Il ne reste plus qu'à observer et à attendre. C'est fou le travail que fait cette machine. Vous avez abattu une tâche incroyable. C'est fantastique. Merci. Et l'équipe finit par réussir son pari. Le génome d'un ancien pathogène, Yersinia pestis, est désormais reconstitué. C'est une première mondiale. Pour la première fois au monde, nous avons prouvé qu'il était possible de reconstituer le génome d'un ancien pathogène à partir de restes archéologiques. C'est une incroyable avancée méthodologique. C'était une prouesse, une découverte qui nous fascinait par son ampleur. Nous pouvions non seulement remonter le temps à l'aide de cette machine virtuelle que nous avions créée et étudier l'homme, son ADN et ce qui se passait à l'époque, mais en plus, nous pouvions étudier les pathogènes enfouis dans les restes de ces hommes qui vivaient à cette époque. C'était inouï, phénoménal. Une énigme résolue mène souvent à une nouvelle énigme. Le génome de Yersinia pestis est reconstitué, mais le bacille a muté. Sur 4,6 millions de paires de bases, 97 diffèrent de la version actuelle du bacille tueur. Ces différences sont capitales pour comprendre cette maladie, la peste noire médiévale, et son équivalent contemporain, la peste bubonique. S'ils réussissent à décrypter le rôle de ces paires mutantes, Hendrik Poinard et son équipe pourraient prévenir de futures épidémies. Il est déjà trop tard pour cet homme. Il pensait avoir attrapé une vilaine grippe, mais son cas est bien plus désespéré que cela.
Le site archéologique de l'église de San Pietro à Pozzeveri suscite un enthousiasme dans la communauté scientifique. Après plusieurs années de fouilles, les archéologues viennent de découvrir une fosse commune. Cette église faisait partie d'un monastère médiéval situé à 1 heure à l'ouest de Florence. Il y a de fortes chances qu'on y trouve des victimes de la peste noire. On a trouvé 7 individus cette saison, si je ne me trompe pas. 3 femmes, 2 hommes et 2 jeunes enfants. Même si on n'a pas encore exhumé de victimes de la peste noire, il y a encore plusieurs couches d'ossements à découvrir. Hendrik Poinard est venu en personne, car il a besoin de plus d'ADN de la peste Y pour résoudre l'énigme des 97 paires de bases qui ont muté entre le Moyen-Âge et notre époque. Il est plus que probable que nous n'ayons pas identifié certains gènes. Nous devons les trouver et comprendre pourquoi ces changements à petite échelle ont affecté la virulence du bacille. Ce sont des questions cruciales qui pourraient nous permettre de comprendre quels changements de génotype affectent la virulence ou la capacité de la bactérie à se transmettre à une nouvelle hôte. Nous accéderions à un nouveau degré de compréhension. Ces avancées donneraient un avantage certain à Hendrik, qui pourrait aider à stopper la propagation d'une nouvelle épidémie. C'est de la plus haute importance, car la peste bubonique fait encore de nombreuses victimes. Paul Gaylord vit à Prineville, au sud-est de Portland, en Oregon. Paul était soudeur. Il ne l'est plus. Il y a 1 an, il a perdu tous ses doigts et tous ses orteils. Paul a commencé à ressentir d'étranges symptômes quand il a tenté de secourir son chat. Ça faisait quelques jours que mon chat avait disparu. Il est revenu en pleine nuit, il faisait sombre. Il avait une souris coincée dans le gosier. Et avec un ami, j'ai essayé de l'extraire. C'est là qu'il m'a mordu. 2 jours plus tard, j'avais une forte fièvre. Paul est immédiatement admis en soins intensifs. Le docteur de l'unité des soins intensifs s'est approché de nous et lui a dit « Je pense que vous avez la peste bubonique ». Je savais que mon chat était mort et que j'avais attrapé quelque chose. Mais j'étais loin de me douter que c'était la peste bubonique. Si la peste moderne est détectée dans les 2 jours qui suivent l'infection, elle peut être enrayée. Paul avait dépassé ces 2 jours. Son cas est transféré au CDC, le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies de Fort Collins, au Colorado. Quand on a reçu M. Gaylord, il était très malade. Il était aux portes de la mort. Son corps faisait son possible pour survivre, mais il était très malade. Paul perd conscience. Il est isolé et placé en soins palliatifs. Son état est resté critique pendant un bon moment. Beaucoup de docteurs doutaient qu'il puisse un jour s'en sortir. Après les 27 jours que Paul a passés dans le coma, Debbie, sa femme, a dû se résoudre à l'inévitable. Le médecin nous a dit qu'il fallait prendre une décision. Soit on le débranchait, soit on le laissait comme ça. On a décidé de le débrancher et il s'est réveillé. Paul est éveillé, mais il n'est pas hors de danger. Il souffre encore de la maladie qui fait rage. Ses doigts et ses orteils sont devenus noirs. Des bubons se sont formés. Ses extrémités sont enflées et la gangrène le ronge. Ce sont les symptômes de la peste bubonique. On ne pensait pas que tu vivrais. Tu nous as tous surpris. Le Centre de contrôle des maladies infectieuses a pour rôle de protéger la population américaine d'une épidémie de peste bubonique. Il a fallu tout de suite isoler la source de la maladie. Ils ont commencé par analyser l'ADN de Paul et de son chat. On essaie de savoir si c'est une puce qui a infecté Paul ou une autre source. En comparant les profils génétiques, on peut déceler des similitudes entre les 2 souches, animales et humaines. Les souches du chat et de son maître sont identiques. Le chat de Paul est sans aucun doute le vecteur de la maladie. Ce n'est pas étonnant. La peste bubonique chez l'homme est désormais rare,
mais elle ne l'est pas chez les animaux. Les plaines et la chaleur sèche du sud-est des États-Unis sont l'habitat idéal de l'un des tueurs les plus mignons jamais recensés de mémoire d'homme. En Amérique du Nord, c'est le royaume de la peste bubonique. Et voici l'ennemi public numéro 1, le chien de prairie. Je veux que vous vous éparpilliez et que vous testiez autant de terriers que possible pour voir si cette colonie est affectée par le bacille de la peste. Les biologistes du CDC de Fort Collins surveillent de près la population de chiens de prairie pour éviter qu'une épidémie n'éclate. Depuis la découverte de Hendrik Poinard, ils prennent ce travail encore plus au sérieux. Depuis qu'il a été prouvé que la peste noire était bel et bien causée par le bacille Yersinia pestis, c'est devenu capital. Nous devons rester vigilants. Il faut que nous gardions un œil sur ce bacille en pleine nature parce qu'il a un potentiel épidémiologique majeur. Notre monde moderne pourrait affronter une nouvelle épidémie de peste noire. Et la peste noire est encore mortelle dans un grand nombre de cas. Elle est toujours aussi dangereuse. Ken Gage et son équipe sont à la recherche d'un chien de prairie mort. Quand le chien de prairie meurt, ses puces doivent trouver un nouvel hôte. C'est là qu'il y a danger pour l'homme. Les puces sautent du cadavre de l'animal sur un autre hôte. Parfois, c'est un autre rongeur, parfois c'est un homme. L'épizootie, ou épidémie au sein d'une population animale, est le signe avant-coureur que nous cherchons. C'est là que le risque augmente pour l'homme. Les chiens de prairie sont très nombreux ici. C'est le signe qu'il n'y a pas eu de mortalité et qu'il n'y a donc pas de menace pour l'homme. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque. Les bactéries, comme celles de la peste bubonique, mutent en permanence. Ken et son équipe surveillent un éventuel changement de génome. S'il survient, le risque d'épidémie devient tangible. Ils récoltent des puces pour le découvrir. Je secoue, chef, je secoue. C'était pas une citation de film, ça? Je ne sais pas du tout. Tu n'as jamais vu Luc la main froide? Je suis trop jeune. C'est un super film. Les puces capturées sont comptées l'une après l'autre et ramenées au laboratoire. Il faut d'abord déterminer ce qu'elles ont mangé. Les puces adultes se régalent de sang. C'est là que se loge le bacille de la peste bubonique. Nous sommes à la recherche du bacille Yersinia pestis dans les échantillons que nous récoltons. Le contenu des intestins et de l'estomac est examiné. Cela nous donne une indication. Nous pouvons savoir si ces puces ont eu accès à un hôte récemment. Si l'une des puces s'est retrouvée sur un hôte différent, cela peut signifier une mortalité éventuelle dans les environs, ce qui nous inquiète un peu plus, surtout quand il y a des humains à proximité. Nous devons à tout prix savoir quelles puces nous avons, de quel hôte elles sont parties et de quel hôte elles proviennent. Une fois répertoriées dans la base de données, les puces sont envoyées vers l'aile des diagnostics. Shanna est en train de traiter les puces que nous avons récoltées sur le terrain. On les trempe dans une solution avant de fragmenter l'exosquelette avec un pilon de téflon. Cela permet de libérer les fluides internes. Ce langage scientifique obscur veut tout simplement dire que la puce est écrasée sans autre forme de procès. Une fois que c'est fait, on prélève une portion du liquide pour le mettre dans une culture. C'est là qu'on voit si le bacille est présent. Le centre surveille le génome de Yersinia pestis en permanence pour s'assurer qu'il ne change pas. Grâce à Hendrik Poinard, il sait à présent mieux appréhender l'évolution de ces pathogènes. En réassemblant le génome de Yersinia pestis au Moyen-Âge et en le comparant au génome contemporain, Hendrik Poinard a découvert 97 différences. Si l'une d'entre elles est responsable de la virulence du bacille, il donnerait un avantage clé aux chercheurs du CDC, qui seraient alors en mesure de prévoir de futures épidémies. Le travail de Hendrik est passionnant. Il nous permet de voir comment les organismes changent sur le long terme et de comprendre à quoi nous devrions nous attendre à l'avenir. Et le défi est d'essayer de trouver comment ces variations sont en lien direct avec la virulence du bacille et de son impact sur les humains et les animaux. Chaque année,
on répertorie 2000 cas de peste bubonique dans le monde. Le diagnostic précoce est la meilleure arme contre les tragédies comme l'expérience de Paul Gaylord. Le CDC a même développé un outil qui s'apparente à un test de grossesse pour accélérer les diagnostics. L'un des défis de la peste, c'est la rapidité à laquelle on doit la diagnostiquer. On ne dispose que d'une fenêtre de 48 heures à partir de l'apparition des premiers symptômes pour soigner le malade. Après ce délai, les chances de survie diminuent rapidement. On a donc développé un test qui permet d'analyser en 15 minutes un extrait des fluides corporels du patient et d'établir un diagnostic. Paul Gaylord a survécu à la peste bubonique. Mais si une version encore plus mortelle du bacille devait apparaître, l'issue serait sans nul doute plus funeste pour des dizaines de milliers de personnes. Paul ne fera plus jamais de soudure, mais celui qui s'autoproclame le plus chanceux des malchanceux a pris du recul et fait preuve de philosophie. Il ne faut pas abandonner. La vie vaut bien plus que quelques membres. On vit encore bien. Après tout ça, et j'ai toujours apprécié les défis de la vie. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là, mais bon, j'ai relevé celui-là. La peste bubonique qui a frappé Paul ne se transmet pas si facilement d'un homme à l'autre. C'est loin d'être le cas de la peste noire. Hendrik et son équipe pensent que l'un des 97 changements du génome pointe du doigt la virulence du bacille au Moyen Âge. Ils ont aussi une autre preuve. Ils estiment que la peste noire n'agissait pas seule. Et dans les conditions idéales, la version moderne pourrait elle aussi redevenir incroyablement contagieuse. Sur quoi est-ce que tu travailles, Anna? Je suis sur une coupe mortuaire, orientée d'après nos calculs d'est en ouest, à cause de la décoloration. Je dégageais le dessus quand cette petite croix est apparue. Tu as trouvé une croix? Oui. On a demandé l'avis d'Antonio. Il pense que c'est médiéval et que c'était une broche à vêtements. Pour les attacher? Oui. C'est fantastique. Le mot médiéval chante aux oreilles de Hendrik Poinard. Cela signifie que les restes sont peut-être de 1347. L'année où la peste noire est arrivée en Italie. Il est venu sur ce site archéologique pour essayer de récolter d'autres échantillons de la peste Y. Nous sommes encore en train d'essayer de comprendre l'évolution des pathogènes et du bacille de Yersinia pestis. On espère qu'on trouvera soit des victimes de la peste noire, soit d'autres victimes plus tardives de la même bactérie. Même s'il n'a encore rien trouvé de concluant, Hendrik Poinard a récolté un autre indice. Tous les chroniqueurs italiens ont noté à quel point la contagion touchait les hommes les uns après les autres. Il est persuadé que si la peste noire a fait autant de victimes, c'est parce qu'elle n'a pas agi seule. L'hiver faisait rage, il pleuvait beaucoup et les récoltes étaient maigres. C'est à cette époque que les premiers pics démographiques sont apparus. On avait donc une population accrue et une famine en devenir, car les réserves de blé et d'orge étaient au plus bas. La famine a touché tout le monde. Et quand on souffre de malnutrition, notre système immunitaire est affaibli. C'était l'occasion idéale pour qu'une bactérie en profite pour devenir l'une des plus grandes pandémies de l'histoire. Hendrik Poinard envoie ses échantillons d'ADN des victimes de Londres au laboratoire Lawrence Livermore dans la banlieue de San Francisco. Il espère découvrir d'autres infections mortelles. Les techniciens du laboratoire sont à la recherche de tout ce qui pourrait être utilisé lors d'une attaque terroriste. De l'anthrax ou de la ricine dans une enveloppe, du gaz sarin dans l'air et, oui, même le bacille de la peste comme arme de destruction massive.
Tout le monde sait que les États-Unis, le Japon et l'ancienne URSS ont transformé la bactérie de la peste en arme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait même des programmes de biodéfense qui étudiaient la virulence du bacille de la peste pour de futures armes ou pour de futurs programmes de défense. Je ne peux pas en dire plus sur ce sujet. Ce n'est pas étonnant qu'on préfère rester avare de mots à ce propos. Pourtant, c'est l'un des derniers dispositifs de sécurité élaborés par ce laboratoire qui permettra à Hendrik Poinard d'éprouver sa théorie de l'attaque groupée. Sur cette lamelle de verre, l'équivalent d'une empreinte digitale abrite près de 5000 fragments d'ADN. L'appareil révolutionnaire conçu par le laboratoire permet à Crystal Zheng, une biochimiste, de déceler plus de 5000 pathogènes dangereux en moins de 24 heures. Et les échantillons de Hendrik Poinard révèlent un secret des plus fascinants. Nous avons trouvé des traces de Yersinia pestis, mais aussi de Clostridium tetani, la bactérie responsable du tétanos. Cela signifie qu'il est possible que la peste ait agi en duo avec le tétanos. Les infections groupées ne sont pas si rares que ça dans la nature. C'est de cette façon qu'on a décelé le Mycobacterium pour la tuberculose. Alors oui, c'est donc ce que nous pensions, que ces individus n'étaient pas en bonne santé à la base. La tuberculose et le tétanos n'ont pas encore été éradiqués à notre époque. Ces pathogènes au potentiel létal ont-ils transformé Yersinia pestis en superbactérie meurtrière, comme l'ont décrit les chroniqueurs italiens? Quand nous aurons compris comment évolue un pathogène, comment le mécanisme de virulence se modifie, nous pourrons mieux contrer les menaces bactériologiques à venir. Hendrik Poinard considère que la réapparition de la peste noire constitue une menace plus que sérieuse. Si cette version plus virulente venait à ressurgir, pourrions-nous lutter? Pour répondre à cette question, il fait appel à Jerry Wright, un biochimiste canadien. Nous avons développé un programme informatique qui analyse le génome et qui note quels gènes sont en mesure de développer une résistance aux antibiotiques. Nous avons été soulagés lorsque nous avons découvert que très peu de gènes du bacille Yersinia pestis étaient potentiellement résistants. Cela signifie que si la bactérie venait à réapparaître à notre époque, nous pourrions la contrer dès son apparition à l'aide d'antibiotiques de base comme la tétracycline, avec de grandes chances de succès. Il reste cependant un problème. Même si nous pouvons actuellement combattre la peste noire, elle continue de muter. Le changement a lieu en permanence, les mutations vont et viennent. Prenez l'exemple de la grippe porcine et de la grippe aviaire. Elle s'est recombinée pour s'en prendre à l'homme, avec un fort taux de mortalité. Hendrik Poinard doit comprendre comment la peste médiévale s'est répandue si vite, pour nous protéger d'une autre épidémie d'ampleur contemporaine. Il s'adresse donc à l'un de ses collègues de l'université McMaster, au Canada. David Hearn est mathématicien. Il s'est spécialisé en modèles animés qui révèlent la façon dont se propagent les maladies infectieuses. C'est un processus capital qui nous permet de déterminer si nous sommes sur la bonne piste pour comprendre les mécanismes qui donnent lieu à l'expansion d'une épidémie. Il remplace l'analyse séquentielle qui consistait à observer le nombre de victimes chaque semaine. Il faut comprendre le mécanisme de contagion pour prédire la portée d'une nouvelle épidémie. Cependant, il ne subsiste presque aucune donnée relative à la peste noire de Londres. Contrairement à leurs collègues italiens, les Anglais du XIVe siècle ne gardaient pas d'archives historiques détaillées. Par contre, une seconde grande épidémie, la Grande Peste de Londres, s'est emparée de la ville 300 ans plus tard, en 1665. À cette époque, tous les décès ont été enregistrés dans des documents, les Bills of Mortality. Chaque semaine, on entrait dans les Bills of Mortality le nombre de morts et leur cause dans la ville de Londres.
Pendant les épidémies de peste noire, on faisait aussi la liste des morts de la peste dans chaque paroisse. C'est grâce à ces documents que nous avons la liste détaillée de la mortalité engendrée par la grande peste de Londres. Ces Bills of Mortality ont été préservés et conservés dans les archives de la Guildhall Library à Londres, à un jet de pierre de l'église St. Giles à Cripplegate. Les raisons des décès sont variées et sont parfois très détaillées, comme mort brûlée dans son lit à cause d'une chandelle à St. Giles. D'autres témoignages sont édifiants. Certaines causes de mortalité nous laissent encore perplexes. On cite par exemple des gens morts à cause de leurs dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un enfant, mort à cause du remplacement de ses dents de lait par ses dents définitives. Il s'agit peut-être d'abcès dentaires qui ont causé la mort. Les dents à elles seules ne peuvent pas être une cause de mortalité. Mais les causes de décès changent de façon dramatique au fur et à mesure que la peste se répand dans Londres. L'église de St. Giles Cripplegate était juste en dehors des murs de la ville. Sa paroisse était très peuplée et très pauvre. À Londres, 1 habitant sur 5 est mort de la peste, mais à St. Giles, c'était 1 habitant sur 2. J'estime qu'il est presque impossible de déchiffrer les Bills of Mortality comme si c'était des statistiques pures, sans ressentir la souffrance et le désarroi de ces gens. On se sent transporté à leur époque parce que ces archives décrivent une maladie que, Dieu merci, nous ne connaissons plus. La ville de Londres croit à l'époque que les animaux véhiculent la peste et ordonne un abattage massif. Les chiens, les chats, les lapins et les pigeons domestiques doivent être soit détruits sur le champ, soit gardés en quarantaine pour qu'ils ne puissent transmettre quoi que ce soit. Les porcs sont interdits dans les rues jusqu'à nouvel ordre. Et il est préférable qu'ils ne se trouvent pas dans les habitations. David Hearn s'intéresse plus à l'histoire racontée par les chiffres. En analysant les données brutes des Bills of Mortality, David Hearn a réussi à créer un modèle qui montre exactement comment la peste s'est propagée. Les paroisses des banlieues ont été touchées les premières. Les murailles de la ville ont contenu la maladie pendant un temps, mais au cours de la semaine du 13 juin 1665, une personne contaminée passe la porte de Cripplegate et la maladie pénètre ce dernier rempart. Une fois à l'intérieur, la peste se répand à la vitesse de l'éclair. Hendrik Poinard assiste à la modélisation. Sa vision de la maladie change du tout au tout. Depuis, nous nous sommes beaucoup plus intéressés aux divers taux de propagation et aux différences de milieu qu'au nombre de victimes à travers les âges. La grande peste de Londres de 1665 enseigne aussi autre chose à Hendrik Poinard. Elle révèle avec quelle facilité le bacille peut muter et ressurgir pour frapper une nouvelle fois. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Pourrait-il le refaire? C'est la question à $1 million que tous ceux qui étudient la grande peste de Londres de 1665 se posent. S'agit-il d'une résurgence légèrement modifiée de la souche de la peste noire médiévale? Y a-t-il un fil directeur entre les différentes lignées bactériennes à chaque fois que le bacille ressurgit pour frapper l'homme? Ou s'agit-il d'une seule et même souche qui explose à un instant T pour ensuite entrer à nouveau dans un état dormant au sein des populations de rongeurs ou dans le sol? Ce n'est peut-être qu'un réveil d'une seule et même bactérie. Qui sait? Les voilà, les questions capitales. Et Hendrik Poinard n'est pas le seul à se les poser. C'est une question de perspective, de lieu et d'époque. Soit la même souche réapparaît, soit elle mute. Les bactéries de la peste peuvent rester cachées dans l'environnement. Elles circulent au sein des groupes de rongeurs et de leurs puces pendant de longues périodes. Parfois, la mortalité des hôtes s'accroît. Les puces recherchent d'autres hôtes et l'épidémie se déclenche à notre niveau. Dans ce cas, on pourrait dire que la peste réapparaît.
Au point où il en est, Hendrik Poinard comprend de mieux en mieux les mécanismes de la peste noire, comment elle s'est propagée et pourquoi ses victimes sont mortes de façon aussi foudroyante. Pourtant, plusieurs questions capitales continuent de rester sans réponse. La peste noire a éradiqué presque la moitié de la population européenne jadis. Pourquoi n'a-t-elle pas tué tout le monde? Pourquoi l'autre moitié a-t-elle survécu? Voici l'église chrétienne de Spitalfields. OK. On y a trouvé beaucoup de restes de personnes du 18e et du 19e siècle. Ah, d'accord. Ça, c'est le marché de Spitalfields. La ville s'est développée par là-bas et c'est là que se situait le cimetière et les restes qu'on a retrouvés. Hendrik Poinard a confié une nouvelle mission à son ostéologue, Sharon DeWitt. C'est pour l'accomplir qu'elle se trouve à Spitalfields, à l'extrême est de Londres, avec Jelena Beck-Valack, la conservatrice du musée de Londres. Si tu regardes en bas, tu verras les restes des bâtiments médiévaux. C'est très bien fait. Oui, c'est rare d'avoir une vue pareille sur le passé. Oui. Sharon doit trouver des ossements qui datent d'avant et d'après l'apparition de la peste noire. Suis-moi à l'intérieur. C'est la première étape vers la résolution de cette fameuse question: comment se fait-il que la maladie ait épargné certaines personnes? Quand les promoteurs ont fait creuser les fondations de leur immeuble, dans les années 90, ils ont mis à jour une fosse commune et un ancien charnier. Dans les endroits où la place manquait, comme au centre de Londres, on recyclait les cimetières. Les ossements étaient déterrés et rangés ailleurs, dans des ossuaires. Sharon, ce site est unique. C'est une chapelle médiévale avec un ossuaire et une fosse commune. Les vestiges sont incroyablement bien préservés. Oui, ils sont en bon état. Combien d'individus a-t-on exhumé? 14 000 squelettes ont été sortis d'ici. Wow. Oui, c'est beaucoup. Le musée de Londres contient près de 10 500 d'entre eux dans ses réserves. Ah, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les a triés par datation. On peut donc dire qu'on a des individus des 12e, 13e, 14e et 15e siècles. Donc on peut identifier des gens qui sont morts avant la peste noire et ceux qui sont morts après. Oui, c'est possible. OK, c'est la situation idéale. Oui, c'est ça. La peste noire fut l'une des sélections naturelles les plus atroces de notre histoire. C'était un tirage au sort macabre. Si on était tiré au sort, on en mourrait. Ceux qui n'en sont pas morts ont-ils survécu parce qu'ils étaient plus adaptés ou n'était-ce que de la chance? Si on a tué 50% de la population, peut-être que les hommes n'étaient que des cibles de choix. Peut-être que la peste a éliminé les 50% d'entre nous qui étaient génétiquement vulnérables à cette bactérie. Les 50 autres pourcents n'ont peut-être survécu que parce que leur patrimoine génétique les protégeait déjà de la peste noire. Sharon, voilà les restes des squelettes exhumés à Spitalfields. On va les examiner en espérant qu'ils répondent à tes questions. Le crâne est dans un état remarquable. Oui, c'est l'un des plus beaux de la collection. Sharon est une fois de plus à la recherche d'une dent parfaitement préservée. Je cherche à voir si certaines caractéristiques ont permis à ces personnes de survivre à l'épidémie. Ces personnes ont peut-être transmis ces particularités à leur descendance et ainsi de suite. Sharon envoie ses échantillons de peste noire à l'université McMaster pour analyse. Les chercheurs sont à l'affût de changements de patrimoine génétique. Ce sont les gènes allélomorphes. Ils permettent de décrypter la maladie. Si Hendrik Poinard et son équipe résolvent le dernier morceau du puzzle et déterminent avec précision quel élément a protégé 50% de la population européenne d'alors, cela aura de profondes répercussions sur les futures épidémies que l'espèce humaine connaîtra. Il nous restera à déterminer si ces allèles sont encore actifs vis-à-vis d'autres menaces. Peut-être que la protection qu'ils confèrent pour la peste s'applique à d'autres virus comme le VIH, la variole, etc. Nous sommes de retour sur le site de l'église de San Pietro, près de Florence. La patience de Hendrik est récompensée. L'équipe a réussi à exhumer les restes de victimes de la peste noire. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que nous sommes venus chercher. L'excitation est palpable. Ces échantillons sont extraordinaires. Tout est soigneusement noté, étiqueté et envoyé au laboratoire d'ADN fossile de l'université McMaster au Canada. Bonne nouvelle, c'était bien une fosse commune du Moyen-Âge.
On a envoyé nos échantillons au laboratoire, on attend les résultats. Après sélection et enrichissement, on devrait pouvoir déterminer si ce sont des victimes de la peste noire ou pas. L'histoire continue. En tout temps, beaucoup de gens ont dit que les épidémies infectieuses étaient loin derrière nous. Ces gens avaient tort. Il y aura toujours plus d'épidémies de pathogènes variés, parce que si on éradique complètement un pathogène, comme on a fait avec celui de la variole, d'autres pathogènes évolueront pour envahir les organismes humains, s'en repaître et créer d'autres épidémies. Hendrik Poinard et son équipe ont résolu l'un des plus grands mystères de la science. Ils ont identifié l'une des bactéries les plus meurtrières de notre histoire et reconstruit le génome d'une ancienne bactérie, un haut fait qu'on pensait ne jamais accomplir. Ce qu'il y a de passionnant quand on reconstitue le génome d'un organisme ou d'un individu, c'est que son histoire entière est enregistrée dans cette sorte de mémoire, jusqu'à la découverte de l'échantillon qui l'abrite. À mon sens, c'est l'un des projets d'archéologie les plus passionnants de tous les temps. Contrairement aux séries policières télévisées où il suffit d'un peu d'ADN pour résoudre un crime en 45 minutes, dans le monde réel de la science, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Hendrik Poinard et son équipe ont résolu une grande partie de l'équation de la peste noire. Il leur reste encore une foule de questions sans réponse. Il se pourrait qu'un jour, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Mais tant que ce ne sera pas fait, ils continueront de creuser.